Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est notre santé que nous consacrons aujourd'hui à la fibrillation atriale. Et pour aborder ce sujet, nous accueillons le professeur Jean-Claude Deharrault. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital de la Timone à Marseille et vous allez nous éclairer sur cette maladie que l'on dit parfois silencieuse et qui perturbe le rythme des battements de notre cœur avec des conséquences qui peuvent être graves. Et la première question qui se pose à propos de la fibrillation atriale, c'est quoi finalement le mécanisme qui gère les battements de notre cœur ? Eh bien, si vous voulez, normalement, le cœur est une pompe qui a une activité mécanique et cette activité mécanique est déclenchée par un ordre électrique. C'est-à-dire que toutes les cellules cardiaques ont des charges positives et négatives qui passent à travers la membrane de la cellule et ceci crée un courant. Et c'est ce courant qui va donner lieu à l'activité mécanique, à la contraction. Normalement, le courant est fabriqué en haut de cavités que l'on appelle les oreillettes, ce qui fait que les oreillettes vont être les premières à se contracter. Ces oreillettes se contractant, elles transmettent le sang qu'elles ont accumulé à l'intérieur d'elles-mêmes vers les ventricules, ce qui laisse le temps aux ventricules de recevoir également l'activité électrique, puis les ventricules se contractent. Et c'est à ce moment-là que le sang est éjecté vers les poumons pour le ventricule droit et vers tout le corps pour le ventricule gauche. Par exemple, lorsque vous prenez votre pouls au poignet et que vous ressentez l'onde de pouls, c'est que le ventricule gauche vient d'éjecter dans les artères du corps. Alors, on va parler, bien sûr, pendant cette émission de fibrillation atriale. Il faudrait d'abord tout de suite sortir d'une confusion possible. La différence entre fibrillation atriale et fibrillation ventriculaire. Je crois que ça n'a rien à voir. Alors, absolument rien. La fibrillation veut dire d'une façon générale que l'activité électrique devient complètement anarchique. Donc on vient de parler de cette activité électrique qui est importante au bon fonctionnement du cœur. En fibrillation, cette activité électrique est complètement anarchique. Mais comme l'explique l'adjectif atrial ou ventriculaire, si elle est atriale, c'est l'activité électrique des oreillettes qui est anarchique. Si elle est ventriculaire, c'est l'activité électrique des ventricules qui est anarchique. Et pour conclure avec cette distinction, une fibrillation ventriculaire, ça veut dire que l'on est mort, qu'on n'a plus d'activité ventriculaire efficace. Alors qu'une fibrillation atriale, on n'a plus d'activité atriale efficace, mais le cœur peut continuer à fonctionner tout à fait correctement. Alors justement, dans la fibrillation atriale, quels en sont les signes ? Alors, dans la fibrillation atriale, donc l'activité électrique des oreillettes est devenue complètement anarchique. Les oreillettes ne se contractent plus, donc elles se vident passivement dans les ventricules, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus cette activité mécanique qui leur permettait de se vider dans les ventricules. On perd en gros, comme cela, 20% du débit cardiaque. Quand on perd 20% du débit cardiaque, on peut être un petit peu essoufflé à l'effort. On peut avoir une moins bonne performance à l'effort. Par ailleurs, l'activité électrique des oreillettes devient très rapide. Donc les patients vont souvent ressentir des palpitations, c'est-à-dire la sensation de cœur qui est plus rapide. Et comme l'activité est complètement anarchique, le cœur est plus rapide et totalement irrégulier. Souvent, les patients disent que le cœur bat la chamade, bat la breloque, qu'il est complètement déréglé. Donc je dirais que les signes principaux sont ces palpitations, avec un cœur rapide totalement déréglé, l'essoufflement, la moindre performance à l'effort et souvent, les patients le disent, la fatigue. Ça concerne combien de patients en France ? Ça concerne énormément de patients. Si vous voulez, après l'âge de 50 ans et jusqu'à la fin de la vie d'un patient, d'un sujet, comme vous et moi, il va y avoir une chance sur 3 environ que l'on soit confronté à la fibrillation atriale. Donc c'est beaucoup de patients. On n'a pas de chiffre exact, mais c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente et on pourrait dire que probablement 1 million de patients sont atteints de fibrillation atriale en France en ce moment. Et quelles sont les causes de ces perturbations qui génèrent un dysfonctionnement du rythme normal du cœur ? Alors votre question est très intéressante parce qu'on peut concevoir que lorsqu'on a une maladie du cœur, on a fait un infarctus, ou bien même on a de l'hypertension artérielle qui n'est pas très bien contrôlée, ou bien on a ce que l'on appelle une cardiomyopathie, eh bien évidemment le cœur peut se mettre à dysfonctionner sur le plan électrique. C'est le cas de 70 à 80% des fibrillations atriales. Donc premier groupe de causes, les maladies du cœur en général, y compris d'ailleurs les maladies qui ont donné lieu à des interventions de chirurgie cardiaque. Et puis, deuxième groupe de causes, ce sont 20 à 30% de patients qui n'ont aucune
cause objective à cette fibrillation atriale. C'est-à-dire qu'ils ont un cœur normal. Ça peut être des patients qui pratiquent le sport, ça peut être des patients qui ont une activité physique tout à fait régulière, tout à fait normale, et qui vont être confrontés à la fibrillation atriale. Donc je dirais qu'il faut retenir 80% environ de cardiopathie et 20% de cœur sain. Est-ce que le stress peut être une des causes de la fibrillation atriale ? Alors, dans tous les phénomènes électriques cardiaques, il y a intervention du système nerveux autonome, ce système nerveux qui est sollicité par le stress ou bien au contraire par le repos. Donc évidemment, le système nerveux autonome, sous la forme du stress, peut contribuer au déclenchement d'épisodes de fibrillation atriale. Être responsable à 100% du problème, peut-être pas, mais favoriser le déclenchement des épisodes, oui. Et est-ce qu'une activité physique parfois trop intense peut aussi être à l'origine d'une fibrillation atriale ? Alors c'est aussi une excellente question. Effectivement, on a l'impression intuitivement que plus on fait d'activité physique et mieux c'est pour le cœur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Autant le cœur est extrêmement amélioré dans sa fonction par l'activité d'endurance dite modérée, c'est-à-dire entre 150 et 220 minutes de sport par semaine, autant lorsque l'on passe à des entraînements très intenses, des entraînements d'athlètes, avec ce que l'on appelle de l'hyperendurance, eh bien, on va générer un certain nombre de pathologies au niveau du cœur et favoriser éventuellement la fibrillation atriale. Donc du sport, oui, mais pas trop. À partir de quel âge on peut être touché par la fibrillation atriale ? Alors, indépendamment de formes génétiques qui touchent l'adulte très jeune, globalement, on va dire que le curseur doit être positionné vers la cinquantaine à peu près. Ça veut dire que, bien sûr, des gens vont commencer la fibrillation atriale un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, mais la cinquantaine peut être l'âge de début. Moyen. Vous évoquez les formes génétiques, ça peut être quelque chose d'héréditaire ? Alors, probablement. On a une mauvaise connaissance aujourd'hui de la génétique de la fibrillation atriale, mais on commence à la connaître de mieux en mieux. Et il peut y avoir effectivement des facteurs prédisposants héréditaires. C'est ce que l'on observe en particulier chez les patients qui font de la fibrillation atriale très jeunes dans leur vie. Comment on diagnostique cette maladie ? Est-ce que ça passe par des examens quand on va chez son médecin, d'abord, c'est quel médecin ? C'est un généraliste ? C'est un spécialiste qui peuvent dépister cette maladie ? Alors, votre question est extrêmement importante. Un patient va se plaindre de symptômes, il va forcément aller consulter un médecin et évidemment, il va consulter son médecin traitant. D'une façon générale, le médecin traitant a à sa disposition un examen clinique avec la prise du pouls, avec l'auscultation cardiaque, et pas forcément un appareil d'électrocardiogramme, cet appareil qui enregistre l'activité électrique du cœur. Donc avec la prise du pouls et l'auscultation cardiaque, dans la plupart des cas, il va aboutir à une suspicion de fibrillation atriale, c'est-à-dire qu'il va uniquement confirmer que chez ce patient qui se plaint d'un cœur irrégulier et d'asthénie, enfin de fatigue ou d'essoufflement, eh bien le cœur est effectivement irrégulier. Mais on ne pourra le confirmer qu'à l'aide d'un électrocardiogramme. Donc c'est bien souvent chez le cardiologue que le diagnostic va être confirmé. Et on dit souvent que les personnes qui souffrent de fibrillation atriale doivent régulièrement prendre leur pouls. Vous pouvez nous rappeler de manière très simple comment on fait, quel est le rythme normal du cœur, enfin, voilà, comment en faisant cet auto-examen, on arrive à voir si on est dans une situation normale ou si on est en difficulté. Alors, pour prendre son pouls, il faut avoir été éduqué une première fois. Je pense qu'il faut que le médecin traitant ou bien une infirmière explique comment prendre le pouls. On prend le pouls de façon relativement simple avec 2 doigts qui sont posés au niveau du poignet, du côté d'un os qu'on appelle le radius, c'est-à-dire du côté du pouce. Et là, on sent les pulsations cardiaques. D'autres personnes préfèrent les ressentir au niveau du cou en appuyant sur ce que l'on appelle les artères carotides qui se trouvent de part et d'autre de la partie centrale du cou, c'est-à-dire de la thyroïde. Eh bien, lorsqu'on ressent le pouls, on doit normalement sentir des battements réguliers. Il peut y avoir quelques irrégularités, mais en aucun cas quelque chose qui est totalement anarchique. Donc on doit avoir des battements réguliers, mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de fréquence cardiaque cible. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en ce moment, ma fréquence cardiaque soit de 60 par minute, parce que nous sommes au calme en train de parler, puis tout à l'heure je vais marcher, elle va passer à 90 par minute. Si je suis très ému ou si je cours, elle peut passer à 110, 120. Donc ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est la régularité. Ceci dit, au repos, on doit avoir quand même, en général, une fréquence cardiaque de l'ordre de 60, 70 par minute et très régulière.
Les dispositifs comme les montres connectées qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est quelque chose d'utile pour surveiller son rythme cardiaque et d'éventuelles anomalies? Alors, c'est parfaitement utile, effectivement. Alors, il faut simplement avoir à l'esprit qu'il y a deux grands types de dispositifs grand public. Il y a des dispositifs qui vont donner ce que l'on appelle la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements par minute. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ils vont prendre votre pouls, finalement, de façon automatique, bien sûr, et vous donner sa valeur. On a vu que la valeur du pouls n'est pas forcément un critère très facile à interpréter et que ce n'est pas non plus le critère de certitude pour savoir si on est en fibrillation. Pour savoir si on est en fibrillation, c'est un électrocardiogramme qu'il nous faut. Donc il existe des montres connectées qui font un électrocardiogramme. Alors celles-ci, bien sûr, vont vous permettre de transmettre ce petit document, qui est une trentaine de secondes en général d'électrocardiogramme, à votre médecin et lui va confirmer. Donc deux types d'objets connectés, ceux qui mesurent le pouls, ça va entraîner une suspicion, si vous voulez, de fibrillation atriale, et ceux qui enregistrent vraiment un électrocardiogramme, et là vous aurez des arguments de certitude éventuellement. Quels sont les risques liés à la fibrillation atriale? Il est très important de comprendre que cette contraction des oreillettes, qui est donc la façon pour les oreillettes de se vider de façon optimale dans les ventricules, cette contraction des oreillettes, quand elle n'existe plus à l'occasion de la fibrillation atriale, elle va être à l'origine d'une stagnation du sang dans les oreillettes. Les oreillettes se vident, certes, mais elles ne se vident pas aussi activement que d'habitude. Il n'y a pas cette contraction qui brasse bien le sang dans les oreillettes. S'il n'y a pas de contraction et de brassage correct du sang dans les oreillettes, des petits caillots peuvent se former. Ce sont des caillots microscopiques, bien entendu. Et ces caillots microscopiques, malheureusement, s'ils suivent le flux sanguin et qu'ils passent de l'oreillette dans le ventricule, de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche, ils vont être ensuite éjectés dans la grande circulation. Et quand un caillot part dans la grande circulation, le risque principal, c'est qu'il aille vers le cerveau. Donc l'accident vasculaire cérébral est un risque important en cas de fibrillation atriale et grosso modo, la fibrillation atriale multiplie par 4 au moins le risque d'accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'on peut guérir d'une fibrillation atriale ou est-ce que c'est une maladie qui nous suit à vie? Alors, c'est une maladie qui a un très fort potentiel de chronicité. Ça, c'est important. Et en plus on va vieillir, plus le tissu atrial va lui aussi vieillir et favoriser les récidives de fibrillation. Mais il y a aujourd'hui des traitements qui sont des traitements très efficaces. Premier traitement, c'est le traitement par des médicaments anticoagulants. On vient de parler du risque de caillot. Alors là, on ne traite pas la fibrillation, mais on traite sa conséquence. Avec des traitements anticoagulants, on va très nettement réduire ce risque de formation de caillot et donc d'accident vasculaire cérébral. Et puis, deuxième type de traitement, si on veut maintenir le rythme normal, on va avoir à notre disposition des médicaments qui sont des médicaments antiarythmiques ou bien éventuellement des interventions que l'on appelle les ablations endocavitaires. Et on va dire que globalement, avec ces traitements-là, on a quand même une bonne façon de lutter contre la fibrillation atriale. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste sur le problème des anticoagulants? Il y a un certain nombre de personnes qui sont très prudentes par rapport aux anticoagulants parce que ça peut générer des effets secondaires. Quels sont-ils et quelles sont les précautions à prendre quand on est sous anticoagulants? Alors, il en va du traitement anticoagulant comme de tout traitement, et particulièrement lorsqu'un traitement est chronique. Il y a évidemment un bénéfice à en attendre, et puis il y a aussi des risques, parce qu'un traitement, c'est forcément quelque chose qui expose à des risques. Alors, si l'on veut commencer par les bénéfices, en termes de traitement de la fibrillation atriale, quand on donne un traitement anticoagulant, on peut réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et le ramener quasiment au risque de la population générale, c'est-à-dire d'une population qui n'aurait pas de fibrillation atriale. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. On dit globalement qu'on le réduit de 60%, pas de 100%, mais de 60% ce risque. Donc le bénéfice est énorme. Et c'est ce qui fait que d'une façon générale, il ne faut pas tellement discuter l'intérêt du traitement anticoagulant. Évidemment, prendre un traitement anticoagulant, c'est fluidifier son sang. Fluidifier son sang, c'est prendre un risque essentiel d'hémorragie.
Alors, il peut y avoir des hémorragies qui sont gênantes, mais qui ne sont pas forcément très graves. Ce sont les hémorragies, par exemple, au niveau de la peau. On aura plus facilement des hématomes. On va avoir des hémorragies au niveau des muqueuses. On va saigner plus facilement des dents en se brossant, etc. Donc ça, ce sont des risques qui ne sont pas des risques majeurs. Mais le risque majeur, c'est une hémorragie qui serait très grave parce qu'elle menacerait un organe. Et il y a effectivement, sous traitement anticoagulant, un risque de saignement intracrânien, par exemple, et donc d'accident vasculaire cérébral, mais cette fois-ci pas dû à un caillot, mais dû à une hémorragie. Alors fort heureusement, ce risque est parfaitement maîtrisé par les traitements que l'on utilise aujourd'hui et le bénéfice est très largement en faveur du traitement par rapport au risque. Donc oui, il faut connaître les risques, mais il faut se souvenir que le bénéfice est très nettement supérieur. Et les précautions, eh bien les précautions, c'est de prendre régulièrement son traitement et de ne pas prendre des traitements qui risqueraient d'entraîner des saignements ou d'interagir avec le traitement anticoagulant. Mais là, c'est le médecin qui va en général préciser tout ça avec le patient. Vous évoquiez tout à l'heure un autre mode de traitement qui est donc l'ablation de la fibrillation atriale. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche? Parce qu'il s'agit quoi? D'enlever un morceau du cœur concrètement? Que se passe-t-il? Alors le terme ablation est un petit peu là à l'origine d'une confusion. On va rien enlever, bien entendu, au patient. On va simplement enlever l'arythmie. C'est pour ça qu'on appelle ça une ablation. Alors en fait, l'ablation va consister à aller cautériser certaines zones à l'intérieur du cœur qui sont extrêmement importantes pour le maintien de la fibrillation atriale et ou le déclenchement de la fibrillation atriale. Et en particulier, on va aller au niveau de l'oreillette gauche du patient. Donc on passe par les vaisseaux. C'est l'avantage du cœur, c'est qu'on peut l'atteindre assez facilement par les vaisseaux. Donc on va passer par des vaisseaux, on va faire une ponction dans un vaisseau périphérique au niveau en général de l'aine. On va arriver comme ça dans le cœur. Une fois qu'on est dans le cœur, on va aller se localiser dans l'oreillette gauche du patient et on va aller cautériser des zones qui sont extrêmement importantes pour maintenir la fibrillation atriale. C'est un geste qui a un taux de succès de l'ordre de 70%. En général, et c'est un geste qui est relativement simple, c'est-à-dire que c'est un geste qui dure 1 à 2 heures, il n'y a pas de cicatrice, on est passé par les vaisseaux et on est relativement efficace. À partir de quel stade de la maladie on doit avoir recours à cette technique d'ablation? On doit avoir recours à cette technique d'ablation quand on est très gêné par la pathologie. Donc il faut qu'il y ait des symptômes, bien entendu, des symptômes invalidants, et que les autres traitements soit n'ont pas marché, soit sont mal tolérés, les traitements antiarythmiques. C'est exceptionnellement dans certains cas qu'on va le proposer au tout début de la pathologie, sans même essayer avant un traitement antiarythmique, mais ça représente très peu de patients. Donc être très gêné, avoir eu un traitement qui a échoué. On parle aussi de chocs électriques qui peuvent apporter une solution en cas de fibrillation atriale. Alors oui, le choc électrique peut apporter une solution. Alors, la fibrillation atriale, c'est cette anarchie totale du rythme cardiaque. Pour que les traitements soient efficaces, et en particulier les traitements anti-arythmiques, il faut d'abord remettre le cœur en rythme normal. Et pour le remettre en rythme normal, on peut utiliser ce que l'on appelle le choc électrique, c'est-à-dire que l'on peut déposer à la surface du thorax d'un patient une énergie électrique importante pendant une durée de temps très courte pour remettre toutes les cellules à zéro en quelque sorte et qu'elles reprennent leur fonctionnement normal. Donc c'est quelque chose qui se fait sous anesthésie générale. Et je voudrais préciser 2 points. Le premier point, c'est que nous avons parlé précédemment de l'ablation. L'ablation donc, peut être efficace dans 70% des cas, mais en aucun cas, l'ablation ne va permettre d'arrêter un traitement anticoagulant qui aurait été prescrit. Parce que même si on est efficace, il faut maintenir le traitement anticoagulant. Et il en est de même du choc électrique. Le choc électrique va rétablir le rythme normal. D'abord, ça se fait sous de très grandes précautions de traitement anticoagulant, parce qu'on sait que c'est dans cette période-là que le risque de petits caillots est important. Donc, on va maintenir le traitement anticoagulant tout au long de la période où on va pratiquer ce choc électrique, et on va souvent le maintenir après, bien qu'on ait rétabli le rythme normal. Est-ce qu'il y a de nouvelles avancées sur lesquelles travaillent des chercheurs pour la prise en charge de la fibrillation atriale, ou est-ce qu'on est à un niveau de connaissance et de capacité à traiter qui est le bon? Alors,
On a eu des avancées extraordinaires ces derniers temps, hein, avec des nouveaux traitements anticoagulants qui sont arrivés et qui ont vraiment simplifié la prise en charge des patients. Donc là, je crois que de ce côté-là, on a vraiment eu les avancées dont nous avions besoin. Bien sûr, on aimerait toujours des traitements plus efficaces et des traitements encore plus sûrs, mais on a déjà eu un grand progrès ces dernières années. En ce qui concerne le traitement médicamenteux par les antiarythmiques, il n'y a pas en ligne de mire des médicaments antiarythmiques qui soient plus efficaces. Donc c'est essentiellement l'ablation endocavitaire qui progresse, et elle progresse chaque fois que la technologie progresse, parce que pour aller faire ces cautérisations, on a différents outils possibles. On peut utiliser le froid, on peut utiliser le chaud. Donc on a différents outils qui sont utilisables. Donc cette technologie, quand elle progresse, facilite les choses. Une meilleure compréhension également des mécanismes de la fibrillation atriale nous aide. Et il est vrai que le traitement des données par les ordinateurs nous ont rendu énormément de services ces dernières années. Donc je dirais que voilà, on est plus dans un processus de progrès continu dans le domaine essentiellement de l'ablation endocavitaire, mais il n'y a pas eu de rupture majeure ces dernières années. Alors que pour les anticoagulants, il y a vraiment eu une rupture importante. Merci professeur Doharo pour la clarté de ces réponses et de ces éclairages sur la fibrillation atriale. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pourrez la revoir sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube et éventuellement apporter des réactions et des commentaires sur les pages de Pourquoi Docteur, sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un prochain C'est notre santé.